Lors de la fête de fiançailles, le père de ma fiancée a dit: Ma fille n'épouse pas des gens issus de familles de service. La coupe de champagne s'est brisée contre le sol en marbre, tandis que le visage de ma mère est devenu livide. Nous célébrions l'événement depuis 90 minutes quand Richard Ashford a tapoté son verre et a demandé l'attention de tous. Le quatuor à cordes a cessé de jouer. Les serveurs se sont figés en plein service et Richard a souri ce sourire que les gens riches arborent lorsqu'ils s'apprêtent à rappeler à tout le monde sa place. Je tiens à vous remercier tous d'être venus ce soir, a-t-il commencé, sa voix résonnant à travers le domaine des Ashford. Mais nous devons aborder quelque chose qui nous tracasse, Evelyne et moi. Il m'a regardé directement. David semble être un jeune homme assez gentil, travailleur d'après ce que j'ai compris, mais ma fille n'épouse pas des gens issus de familles de service. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme de la fumée. Mon père, Thomas, se tenait près du buffet. Il était concierge à l'hôpital Riverside depuis 32 ans. Ma mère, Anne, travaillait comme femme de ménage pour 3 familles fortunées. J'ai regardé sa coupe de champagne glisser de ses doigts et exploser contre le sol dans un bruit qui a résonné à travers le silence soudain. Claire a retiré sa main de la mienne et s'est avancée vers son père, la voix tremblante. Papa, c'est quoi ce délire? Mais Richard a levé la main, n'en ayant pas fini avec sa performance. Laisse-moi terminer, Claire. Ta mère et moi avons engagé un détective pour faire des recherches sur le passé de David. Il a sorti son téléphone. Le père de David travaille comme concierge depuis 3 décennies. Il n'a jamais progressé, n'a jamais montré d'ambition au-delà de sa condition. Sa mère nettoie des maisons pour gagner sa vie, y compris, ironiquement, celle de nos amis, les Whitney. Il a levé les yeux avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Ce ne sont pas des beaux-parents appropriés pour une femme de ton rang. La salle a explosé. La tante de Claire, Patricia, a dit: Richard, ça suffit. Mais il a haussé le ton pour couvrir le bruit. De plus, David travaille comme assistant gestionnaire immobilier, gagnant environ 48 000 $ par an. Le budget chaussures de Claire a dépassé ce chiffre l'année dernière. Ma mère a laissé échapper un son entre un sanglot et un gémissement. L'emprise de mon père sur son épaule s'est resserrée, mais il n'a pas bougé, totalement pris au dépourvu par cette humiliation publique. Monsieur Ashford. J'ai commencé, mais il m'a coupé d'un geste méprisant. J'en ai tout à fait le droit. Claire est ma fille. Il a mis la main dans sa veste et a sorti une enveloppe. À l'intérieur se trouve un chèque de 250 000 $. Il est à toi, David. Si tu mets fin à ces fiançailles ce soir et que tu t'en vas. Claire pleurait maintenant, son mascara coulant sur son visage. Tu ne peux pas être sérieux. Tu ne peux pas vraiment faire ça. L'expression de Richard s'est adoucie lorsqu'il a regardé sa fille. Claire, ma chérie, tu me remercieras un jour. Tu es entichée, mais cet homme n'est pas ton égal. Ce que Richard ne savait pas, c'est que je n'étais pas seulement un assistant gestionnaire immobilier. Je possédais le Pfizer Property Group, une entreprise gérant 83 immeubles à travers la ville, d'une valeur combinée de 340 millions de dollars. J'avais conservé mon poste dans notre immeuble d'origine parce que j'aimais rester connecté aux opérations, savoir comment les choses fonctionnaient réellement. Claire savait tout. Nous avions convenu de ne rien dire à sa famille car je voulais qu'ils me connaissent d'abord en tant que personne et non comme un compte en banque. Cette décision ressemblait maintenant à une erreur catastrophique. Mon père a finalement pris la parole, sa voix calme mais portant à travers la pièce. Monsieur Ashford, j'ai nettoyé des sols pendant 32 ans, ramassé du sang, du vomi et des choses que je ne mentionnerai pas en bonne compagnie. J'ai vidé des poubelles et récuré des toilettes, faisant un travail que les gens comme vous ne voient même pas. Il tenait toujours ma mère, le dos droit, le regard fixe sur Richard. Ma femme a nettoyé les maisons de vos amis avec fierté et dignité. Nous avons élevé notre fils pour qu'il travaille dur et traite les gens avec respect, quel que soit leur rang. Vous pensez être meilleur que nous parce que vous êtes nés avec de l'argent, mais vous vous trompez sur tout, y compris sur mon fils. Le silence est devenu total. Dis-lui, fils, a dit mon père,
me regardant avec une fierté fatiguée. Dis-lui ce que tu fais réellement. Avant que je ne puisse répondre, Claire a pris la parole, sa voix tranchante comme une lame. Papa, tais-toi et écoute. David est le propriétaire de Pfizer Property Group. Il est plus riche que toi. Il pourrait acheter cette maison en liquide demain. Elle tremblait. Il a gardé son poste parce qu'il se soucie du travail bien fait, pas seulement de paraître prospère. As-tu la moindre idée de la honte que tu nous affiches? Tu as essayé d'acheter un homme qui a probablement gagné plus cette année que toi. Le visage de Richard est passé par plusieurs expressions avant de se figer sur l'incrédulité. Ce n'est pas possible. Notre détective. Mais Claire l'a coupé. Il a trouvé exactement ce que David voulait qu'il trouve. Parce que contrairement à toi, David ne se définit pas par sa richesse. Son frère James s'est levé à ses côtés. Papa, tu l'as fait enquêter? C'est de la folie. Les gens sortaient leur téléphone, cherchant probablement Pfizer Property Group sur Google, tandis que Richard luttait pour assimiler l'information. Vous aviez raison sur une chose, ai-je dit calmement, et la salle s'est apaisée pour m'écouter. Claire mérite mieux. Elle mérite mieux qu'un père capable d'humilier son fiancé devant tout le monde. Elle mérite mieux que des parents qui engagent un détective au lieu de chercher à me connaître. J'ai ramassé l'enveloppe contenant le chèque, mais vous vous êtes trompé sur tout le reste. J'ai déchiré le chèque en 2, puis en 4, laissant les morceaux tomber au sol. Vous ne pouvez pas m'acheter parce que je n'ai pas besoin de votre argent. Vous ne pouvez pas m'intimider parce que je ne respecte pas votre opinion. Et vous ne pouvez certainement pas briser ces fiançailles parce que ce n'est pas votre décision à prendre. Claire a retiré le bracelet de diamant qu'il lui avait offert pour son anniversaire. J'en ai fini, papa. J'en ai assez de trouver des excuses à ton snobisme. David et moi allons nous marier. Avec ou sans ta bénédiction. Tu peux nous soutenir ou rester ici avec ton mépris pour tous ceux que tu considères comme inférieurs à toi. James a ajouté « Et si tu choisis la seconde option, tu le feras sans moi aussi. Ce que tu as fait ce soir est impardonnable. » Le mot a frappé Richard comme un coup physique. La fête s'est dissoute immédiatement. Les invités cherchaient des excuses maladroites tout en jetant des regards à Richard, debout et seul, couvert du gâteau d'anniversaire qu'il avait renversé quand le poing de mon père avait rencontré sa mâchoire. Papa s'était jeté sur Richard suite à une suggestion de ce dernier, insinuant que si j'avais satisfait ses besoins à la maison, Nathan n'aurait pas trompé. Richard perdait pied et divaguait. Le glaçage blanc immaculé était partout sur le visage et la chemise de Richard. La tante de Claire, Patricia, la serrait fort dans ses bras avant de partir. « Je suis fière de toi », a-t-elle chuchoté. Ma mère pleurait toujours en silence, tandis que mon père maintenait sa posture défensive, la protégeant. « Maman, papa, je suis tellement désolée. » J'ai commencé, mais mon père a secoué la tête. « Tu n'as pas à t'excuser, fils. Cet homme a montré exactement qui il est ce soir. » Ma mère a touché mon visage avec des doigts tremblants. « Es-tu sûre de vouloir te marier dans cette famille? Qu'en sera-t-il des petits-enfants? Des vacances? » C'était une question juste. Claire nous a rejoints, tenant toujours ma main. « Monsieur et Madame Fischer, je suis si profondément désolée pour ce que mon père a dit. Il n'y a aucune excuse. » Elle pleurait à nouveau, mais sa voix restait ferme. « Mais David et moi allons quand même nous marier. Et vous serez toujours les bienvenus chez nous. Mon père n'a pas à dicter nos relations. » Ma mère l'a regardé longuement, puis a attiré Claire dans ses bras, alors qu'elles pleuraient toutes les deux. « Tu es une bonne fille, » a fini par dire ma mère. « Mais ce ne sera pas facile. Les gens de son espèce ne pardonnent pas d'avoir été humiliés. » Nous sommes partis ensemble, moi, Claire, mes parents et James, qui a annoncé qu'il ne resterait pas une nuit de plus là-bas. Alors que nous partions, Richard a fait une dernière annonce à la salle presque vide. « Je lance un groupe d'hommes pour tous ceux qui veulent reconquérir leur masculinité. » La seule réponse fut le ronflement des machines et le claquement des portières à l'extérieur. James a fini par parler dans la voiture. « Il va essayer de te détruire. C'est ce qu'il fait quand les gens l'embarrassent. » Le lendemain matin a donné raison à James.
Mon téléphone a sonné à 6h30. 3 partenaires commerciaux m'appelaient pour des rumeurs selon lesquelles Pfizer Property Group faisait l'objet d'une enquête pour violation du code et harcèlement de locataires. Rien de tout cela n'était vrai. Mais les rumeurs étaient stratégiquement plantées par quelqu'un ayant de l'influence. Le premier coup de Richard dans ce qui allait être une campagne soutenue. À la fin de la semaine, Richard avait clarifié ses intentions par des attaques croissantes. Il avait utilisé ses relations pour que 3 de mes immeubles subissent des inspections surprises. Il avait propagé des rumeurs dans son country club, affirmant que j'étais financièrement instable, poussant 2 investisseurs à se retirer. Il avait même contacté mes locataires directement, suggérant qu'ils devraient s'inquiéter des pratiques douteuses de leurs propriétaires. Chaque attaque était techniquement légale, mais le motif était clair. Il essayait de détruire mon entreprise parce que je ne l'avais pas laissé détruire ma relation. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que j'avais bâti ma société à partir de rien. Ces attaques étaient agaçantes, mais pas fatales, car mon entreprise était solide et mes locataires me connaissaient personnellement. James est devenu un allié inattendu, nous fournissant des renseignements. Il rencontre Lawrence Kensington demain, a prévenu James. Papa va essayer de le convaincre de te mettre sur liste noire. Armé de cette information, j'ai programmé mon propre rendez-vous avec Kensington 1 heure avant celui de Richard. J'ai tout exposé, montré les preuves des tentatives de sabotage de Richard et expliqué la situation. Kensington, un homme de 70 ans qui avait bâti son empire en commençant comme ouvrier de chantier, a écouté attentivement. Les hommes comme Richard pensent que l'argent égale le caractère, a-t-il dit. J'ai rencontré votre père à l'hôpital où je suis bénévole. C'est un homme bon, bien meilleur que Richard ne le sera jamais. Il a annulé son rendez-vous avec Richard et m'a proposé un partenariat sur un projet de développement à la place. La relation de Claire avec sa mère s'est détériorée par étapes. Evelyne n'arrêtait pas d'appeler, suggérant que si David s'excusait d'avoir embarrassé Richard, il pourrait aller de l'avant. S'excuser de quoi? Demandait Claire, la voix tranchante. De ne pas être assez pauvre pour être reconnaissant du mépris de papa, quand cela ne fonctionnait pas? Evelyne suggérait de reporter le mariage jusqu'à ce que tout le monde ait pris du recul. Claire a répondu en avançant la date de 6 mois et en réservant une petite salle pour 50 personnes au lieu de l'extravagance de 300 personnes qu'Evelyne avait prévue. Toi et papa êtes invités si vous pouvez vous comporter comme des êtres humains décents. Sinon, nous célébrerons sans vous. Evelyne a raccroché sans répondre. La planification du mariage est devenue un champ de bataille. Evelyne appelait les prestataires pour faire des changements sans permission. Le fleuriste a reçu 2 commandes différentes. Les simples fleurs sauvages de Claire et les orchidées élaborées d'Evelyne, coûtant le triple. Le traiteur racontait des histoires similaires. Claire a réglé le problème en envoyant des courriels groupés à chaque prestataire, précisant que seuls elle et moi avions l'autorité pour modifier quoi que ce soit et que les communications d'Evelyne Ashford devaient être ignorées. Cela a déclenché de nouveaux appels larmoyants d'Evelyne, se plaignant d'être exclue du mariage de sa fille. « Tu t'es exclue toute seule, maman », a dit Claire, la voix fatiguée. « Tu aurais pu tenir tête à papa. Tu aurais pu lui dire que ce qu'il a fait était mal. Au lieu de cela, tu as trouvé des excuses et tu as essayé de me convaincre que son comportement était de ma faute parce que je n'avais pas choisi le bon genre d'homme. 6 semaines avant le mariage, Richard a fait une dernière tentative grossière. Il a contacté mon plus gros locataire commercial, un cabinet d'avocats occupant 3 étages, et leur a offert 1 an de loyer gratuit s'ils rompaient leur bail pour emménager dans une propriété qu'il avait achetée spécifiquement pour cela. L'associée directrice, Victoria Grayson, m'a appelée, confuse. « Il essaye de nuire à mon entreprise », ai-je expliqué. « C'est personnel. » Victoria a ri. « Eh bien, il ne me connaît pas s'il pense que je romprai un bail avec un propriétaire professionnel juste parce qu'un riche amer veut jouer à des jeux. Dis-lui merci, mais non merci. Le mariage lui-même a été petit, intime et parfait d'une manière que le plan original n'aurait jamais permis.
53 personnes étaient présentes. Mes parents, la tante de Claire, Patricia et sa famille, James et sa petite amie, des amis proches, et, chose surprenante, une douzaine de locataires de mes immeubles que j'avais invités sur un coup de tête. Richard et Evelyn n'étaient pas là, ayant fait savoir par James qu'ils n'assisteraient pas à une cérémonie qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Leur absence a blessé Claire d'une manière qu'elle essayait de cacher, mais ce que nous avions à la place, c'était une pièce remplie de gens qui tenaient sincèrement à nous. Mon père a conduit Claire à l'hôtel quand nous avons réalisé qu'il n'y avait personne d'autre qu'elle souhaitait à ses côtés. La vue de mon père dans son plus beau costume offrant son bras à ma mariée alors que ma mère pleurait des larmes de joie a rendu le cauchemar de la fête de fiançailles presque supportable. La réception a eu lieu dans un restaurant appartenant à l'une de mes locataires, Sophia, qui a insisté pour faire le service au prix coûtant parce que vous m'avez fait une remise sur le loyer quand mon mari était malade. Victoria Grayson s'est levée spontanément et a raconté comment j'étais venue personnellement à son bureau à 22 heures un vendredi pour réparer un problème de chauffage. Voilà qui est David, a-t-elle dit en levant son verre. Il ne se cache pas derrière des gestionnaires. Il se présente et fait le travail. Claire, tu épouses quelqu'un qui comprend que le caractère se mesure par les actes, pas par le statut. Nous avons passé notre lune de miel au Portugal. 2 semaines à ne pas consulter nos téléphones sauf en cas d'urgence. À notre retour, une lettre d'Evelyne nous attendait. Des pages d'écriture manuscrites expliquant comment elle avait passé 32 ans à s'effacer devant le jugement de Richard. Comment le contredire publiquement ne faisait qu'empirer les choses. Comment elle avait fait le mauvais choix lorsqu'il s'agissait de défendre sa fille. Je ne demande pas le pardon, concluait-elle, mais je demande une chance de connaître à nouveau ma fille, de rencontrer son mari proprement, de regagner peu, être une fraction de la relation que j'ai gâchée en étant lâche au moment où cela comptait le plus. Godot. Claire l'a lu 3 fois, a pleuré à la 2e lecture, puis l'a mise de côté sans répondre. J'ai besoin de temps, m'a-t-elle dit. J'ai besoin de savoir si je peux lui faire confiance, si elle a vraiment changé ou si c'est de la manipulation. Richard ne s'est jamais excusé, n'a jamais reconnu ses torts. Selon James, qui maintenait un contact minimal, Richard s'était convaincu qu'il avait eu raison depuis le début et que Claire finirait par réaliser son erreur et reviendrait en rampant une fois que la nouveauté de jouer à la ménagère avec le fils du concierge se sera dissipée. La première année de mariage fut difficile, entre la gestion des fêtes et des célébrations et le choix des invités. Claire a passé Thanksgiving et Noël avec sa tante Patricia, regrettant visiblement ses parents tout en vérifiant son téléphone de manière répétée, espérant peu être qu'ils appelleraient. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont passé les 2 fêtes au country club, maintenant l'illusion que tout allait bien. Mon entreprise a continué de croître malgré les tentatives de sabotage de Richard, car son influence était limitée à certains cercles et j'avais délibérément construit en dehors de ceux-ci. Je me suis concentrée sur des propriétés de logements à revenus mixtes répondant aux besoins de la communauté plutôt que de maximiser le profit. Richard voyait cela comme une preuve de mon inaptitude. Il gère une œuvre de charité, pas une entreprise, rapportait James. Mes parents sont restés mes conseillers les plus fiables. Mon père, en particulier, comprenait la maintenance et les opérations d'une manière que mon MBA ne m'avait jamais enseignée. Claire a trouvé un nouveau poste dans une plus petite firme d'investissement qu'il a embauché pour son diplôme de Yale et ses antécédents, pas pour son nom de famille. Elle a accepté une baisse de salaire, mais a gagné en autonomie, s'épanouissant dans un environnement où elle était valorisée pour ses compétences. Sa patronne, Rachel Park, qui avait bâti sa firme à partir de rien, est devenue un mentor. Ton père pense que l'argent égale l'intelligence, a dit Rachel à Claire. Mais la chose la plus difficile en finance est d'admettre quand on a tort, d'ajuster le tir, d'apprendre de ses erreurs. Les gens nés dans la richesse développent rarement cette compétence car ils peuvent toujours acheter leur sortie. Evelyn a fait plusieurs autres tentatives de réconciliation au cours des 2 années suivantes,
chacune suivant le même schéma. Elle reprenait contact, suggérait un café, promettait qu'elle avait changé. Claire acceptait avec prudence. Pendant 30 minutes, tout semblait bien. Puis Evelyne pivotait, suggérant que être assez de temps avait passé pour qu'ils s'assoient tous ensemble, que Richard s'était adouci et que sa fille lui manquait. Claire soulignait que ce n'était pas une erreur isolée, mais un comportement répété. Evelyne trouvait des excuses, disant que Richard était le produit de sa génération. Claire mettait fin à la rencontre et ne répondait plus aux textos pendant 6 mois. Le tournant est survenu lors de la 3e année quand Claire a découvert qu'elle était enceinte. Nous essayons depuis 6 mois, quand elle a fait un test un matin au hasard et qu'il était positif. La joie fut immédiate et écrasante. Puis la réalité a frappé quand elle a réalisé qu'elle devait décider si elle devait le dire à ses parents. Ils devraient savoir, a-t-elle pleuré dans notre salle de bain. Je déteste qu'ils doivent savoir. Je déteste même m'en soucier, mais c'est leur petit enfant et je ne peux pas cacher ça indéfiniment. Nous en avons discuté pendant des heures et avons décidé que Claire le dirait à Evelyne, mais en précisant que toute implication était conditionnée au fait que Richard reconnaisse ce qu'il avait fait et s'excuse sincèrement. L'appel a eu lieu un matin de week-end, moi à côté de Claire sur notre canapé pour la soutenir. La conversation a commencé prudemment. Claire a annoncé la nouvelle, et la joie d'Evelyne était si forte que je pouvais l'entendre. Puis Claire a posé ses conditions, et la joie s'est transformée. « Tu utilises ton enfant comme levier », a dit la voix d'Evelyne, brusque et accusatrice. « Non, maman, je protège mon enfant d'un grand-père qui pense que la valeur des gens se mesure par ce que leurs parents font pour gagner leur vie. Dis à papa que s'il veut rencontrer son petit enfant, il doit s'excuser auprès de David et de ses parents pour ce qu'il a dit. Pas un vague désolé si quelqu'un a été offensé, mais une réelle reconnaissance que ce qu'il a fait était mal. S'il peut faire ça, nous pourrons discuter. S'il ne le peut pas, il aura fait son choix. » L'appel s'est terminé sans résolution. La réponse de Richard est arrivée par courriel 1 semaine plus tard, transférée par Evelyne. Le courriel reconnaissait que les tensions étaient vives et que certains commentaires pourraient être interprétés comme indélicats. Il exprimait l'espoir qu'il pourrait dépasser ce malentendu et se concentrer sur l'avenir. Claire l'a lu une fois, me l'a montré, puis a répondu par une seule ligne. Merci de confirmer que j'ai pris la bonne décision. Notre fille est née par un matin pluvieux d'octobre. 5 kilos de perfection humaine. Nous l'avons nommée Anna-Marie, d'après nos 2 mères, honorant des femmes qui nous ont montré un amour inconditionnel plutôt qu'une famille qui rendait l'amour conditionnel. Ma mère a pleuré en apprenant le prénom, tenant sa petite fille et murmurant en espagnol à quel point elle était belle. Mon père semblait sans voix, restant assis à tenir Anna et à la fixer comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais rencontrée. Ils sont restés des heures après la fin des visites, et les infirmières n'ont rien dit parce qu'elles voyaient que c'était une famille qui savait aimer sans condition. Evelyne a appelé en apprenant la naissance, demandant à venir, mais Claire a dit non. Pas avant que papa ne s'excuse. C'est toujours la condition. Ma fille mérite mieux qu'un grand-père qui pense que certaines personnes ont moins de valeur en fonction de leur milieu familial. Quand Anna a eu 8 mois, James a appelé. Il allait se marier et voulait que Richard et Claire soient tous deux présents au mariage, ce qui signifiait notre première confrontation familiale inévitable depuis la fête de fiançailles. Claire a hésité pendant des semaines, mais a finalement décidé d'y assister avec des limites claires. Nous arriverions juste avant la cérémonie, nous assoirions à l'opposé de Richard et Evelyne, et partirions immédiatement après la réception s'il y avait du drame. James a accepté avec gratitude. Le jour est arrivé, et nous avons habillé Anna avec sa plus belle tenue. La cérémonie avait lieu dans un jardin, et nous sommes arrivés exactement 5 minutes avant le début. Nous les avons vus de l'autre côté du jardin. Richard paraissait plus vieux, ses cheveux plus gris, sa posture moins imposante. Evelyne nous a repérés immédiatement, son visage exprimant un sentiment complexe, la joie de voir Claire et Anna, mêlée à la conscience qu'elle ne pouvait pas simplement accourir.
Pendant la réception, Evelyne s'est approchée de notre table où nous donnions de la purée de banane à Anna. Elle est magnifique, a dit Evelyne, la voix chargée d'émotion. Est-ce que je peux la porter? Claire m'a regardée, puis sa mère. Et quelque chose s'est adouci, juste pour une minute. Elle a passé Anna à Evelyne, qui a immédiatement eu les larmes aux yeux en berçant sa petite fille. Richard est apparu alors, se tenant à quelques pas comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit d'approcher. Il a regardé Anna, puis Claire, puis moi, et j'ai vu de l'incertitude dans son expression. Pourrions-nous parler? A-t-il demandé. En privé? Juste quelques minutes, s'il vous plaît. Nous avons suivi Richard dans un coin calme du jardin, tandis qu'Evelyne restait avec Anna. Richard s'est raclé la gorge, a passé une main dans ses cheveux gris, et pour la première fois, il avait l'air sincèrement mal à l'aise. Je vous dois des excuses à tous les deux, a-t-il commencé, les mots semblant rouillés, peu pratiqués. Ce que j'ai dit lors de votre fête de fiançailles était cruel, classiste et inexcusable. J'ai humilié tes parents, David, et j'ai essayé de détruire votre relation parce que je ne pouvais pas voir au-delà de mes propres préjugés et de ma fierté. Il a marqué une pause, luttant avec ses mots. J'ai passé 3 ans à regarder ma fille construire une vie sans moi. J'ai raté votre mariage, votre première année de mariage, la naissance de ma petite fille, tout cela parce que je ne pouvais pas admettre que j'avais tort. Evelyne n'arrêtait pas de me dire de m'excuser. James a cessé de me parler pendant 8 mois. Même mes amis commençaient à demander ce que j'avais fait. Mais j'étais trop têtue, trop convaincue que j'avais raison sur vous. Il m'a regardé directement. J'avais tort. Tu as bâti quelque chose d'impressionnant, mais plus que cela, tu as été un bon mari et un bon père. Cela n'a rien à voir avec d'où tu viens ou ce que font tes parents. C'est une question de caractère, ce que j'avais perdu de vue. Claire l'a laissé finir, puis a parlé avec précaution. Comprends-tu pourquoi ce que tu as dit était si blessant? Pas seulement pour David, mais pour ses parents. Richard a hoché la tête lentement. Je le comprends, et je dois aussi m'excuser auprès d'eux s'ils m'en donnent la chance. Cela m'a surpris. Ils sont ici, ai-je dit. Au mariage, mon père est au bar. Ma mère est avec Anna et votre femme. Le visage de Richard a exprimé quelque chose de complexe. Maintenant, il y avait de la vulnérabilité dans sa question tacite. Claire a répondu. Oui, maintenant, si tu es sincère, tu dois affronter tous ceux que tu as blessés. Nous sommes retournés là où mes parents étaient assis avec Evelyne et Anna. L'expression de mon père s'est durcie en voyant Richard approcher. Ma mère s'est instinctivement rapprochée de sa petite fille, protectrice. Richard s'est arrêté à une distance respectueuse. Monsieur et Madame Fischer, je vous dois des excuses qui ont 3 ans de retard. Ce que j'ai dit à la fête de fiançailles de ma fille était répréhensible. J'ai jugé votre valeur sur des professions au lieu du caractère, et j'ai dit des choses cruelles, classistes et totalement fausses. Sa voix a tremblé. Vous avez élevé un fils incroyable qui a été meilleur pour ma fille que je n'avais le droit de l'espérer. Le fait qu'il réussisse aussi en affaires est hors sujet comparé à la façon dont il traite Claire avec respect et en partenaire. Je suis désolée pour ce que j'ai dit, et je suis désolée que cela ait pris 3 ans. Mon père a fixé Richard pendant un long moment, puis il s'est levé et a tendu la main. Mon fils aime votre fille. Ils ont un magnifique enfant ensemble. La vie est trop courte pour que de vieux hommes perdent leur temps avec des rancunes. Richard a pris sa main, le soulagement inondant son visage. Ma mère était moins encline au pardon, l'expression gardée, mais elle a accepté ses excuses d'un hochement de tête. Merci de le dire. Ce n'était pas de la chaleur ou un pardon total, mais c'était une reconnaissance. Claire a jeté ses bras autour de Richard, et ils ont tous deux pleuré tandis que le reste d'entre nous détournait le regard. La suite a marqué un lent dégel dans les relations familiales, bien que la confiance ait dû être reconstruite à partir de rien. Richard et Evelyne ont commencé à se présenter aux événements familiaux organisés par Patricia. Les premières réunions étaient maladroites, chacun surveillant ses paroles.
Richard faisait des efforts visibles, interrogeant mon père sur son travail à l'hôpital, exprimant de l'intérêt pour l'entreprise de ma mère, discutant de gestion immobilière sans aborder la question de classe. Il n'était pas doué, pour cela des décennies de préjugés ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais il essayait. La première fois que Richard a tenu Anna, il était rigide et nerveux, mais quand elle a attrapé son doigt et a souri, quelque chose dans son visage s'est adouci. « Elle est parfaite », a-t-il dit à Claire. « Tu as bien réussi. » La reconstruction a pris des années. Il y a eu des revers quand l'ancienne attitude de Richard transparaissait dans des commentaires sur ce genre de quartier ou des questions sur pourquoi j'investissais dans des logements sociaux au lieu de maximiser les profits. À chaque fois, Claire ou James le reprenaient, et Richard se corrigeait généralement, s'excusait et essayait de faire mieux. Ma mère est restée la plus difficile à conquérir, sa politesse ne se transformant jamais tout à fait en amitié. C'est elle qui avait laissé tomber cette coupe de champagne, qui était restée là pendant que quelqu'un se moquait de l'œuvre de sa vie, qui avait regardé la fête de fiançailles de son fils se transformer en humiliation publique. Certaines blessures ne guérissent pas juste parce que quelqu'un dit pardon avec 3 ans de retard. 5 ans après cette fête de fiançailles, nous recevons pour Noël chez nous une vraie maison maintenant, achetée grâce à nos succès combinés, remplie de meubles que mon père a fabriqués et de photos d'Anna à chaque étape. Richard et Evelyn arrivent avec des cadeaux. Mes parents arrivent avec de la nourriture. James et sa femme amènent leur petite fille. Nous parvenons d'une manière ou d'une autre à passer la soirée sans incident. Richard a appris qu'en se taire. Mon père a appris à accepter la présence de Richard sans tension, sinon avec chaleur. Evelyn et ma mère se découvrent un intérêt commun pour le jardinage, passant 1 heure à discuter de plantes vivaces, trouvant un terrain d'entente dans quelque chose qui n'a rien à voir avec la classe ou les anciens griefs. Anna joue avec sa cousine, inconsciente de l'histoire compliquée qui pèse sur les interactions des adultes. C'est peu être cela, l'intérêt, c'est peu être cela, la guérison, quand la génération suivante ne porte pas le poids de nos erreurs. La salade de pommes de terre, qui a éclaboussé le domaine des Ashford, une métaphore pour le chaos de ce soir-là, est devenue une légende familiale. Le moment où tout a changé, avant la salade ou après la fête, marque la division entre qui nous étions et qui nous sommes devenus. Claire plaisante en disant qu'elle aurait dû la jeter sur son père plutôt que de la laisser tomber. Pendant qu'elle rit, je vois une blessure résiduelle dans ses yeux. Certaines plaies cicatrisent, mais ne disparaissent jamais complètement. Elle a une relation avec ses parents maintenant, mais elle est différente, construite sur des limites et des conséquences plutôt que sur une acceptation aveugle. Elle les voit régulièrement, mais selon ses propres termes, dans des lieux neutres ou chez nous, rarement au domaine, qui contient trop de souvenirs de mépris. Richard a appris à accepter cela, à être reconnaissant pour l'accès qu'il obtient, plutôt que d'exiger la déférence qu'il considérait autrefois comme son droit. Mon entreprise continue de croître, gérant maintenant plus de 120 immeubles, et je maintiens toujours mon poste dans la propriété d'origine. Cela rend Richard fou, ce refus d'embrasser pleinement le style de vie que ma richesse pourrait offrir. Mais il commence à comprendre que pour moi, le succès n'est pas une question de statut. Mes parents ont pris leur retraite l'année dernière et j'ai fini par les convaincre de me laisser leur acheter une petite maison où ils n'ont pas à se soucier du loyer ou des réparations. Mon père fait encore occasionnellement du conseil sur mes bâtiments. Ma mère est devenue la grand-mère officieuse de plusieurs familles de locataires ayant besoin d'aide pour la garde d'enfants. Ils vivent la retraite qu'ils ont méritée par des décennies de dur labeur. Claire s'épanouit dans sa carrière, étant devenue associée au mérite. Elle encadre des femmes plus jeunes, particulièrement celles issues de milieux ouvriers confrontés au classisme qu'elle a observé. Elle a transformé son expérience en mission, utilisant sa plateforme pour défier les réseaux fermés qui excluent certaines personnes de certaines sphères. Richard assiste à l'une de ces conférences
assis au fond pendant qu'elle présente sur la diversité et l'inclusion dans le milieu bancaire. Après, il lui dit qu'il est fier et elle le remercie, mais ne sourit pas tout à fait. Ils comprennent tous deux qu'une fierté offerte trop tard n'efface pas des années d'amour conditionnel. Anna commence la maternelle et les autres parents n'ont aucune idée de l'histoire familiale compliquée qui l'a fait naître. C'est juste une petite fille de 5 ans heureuse qui adore les cours d'art plastique et a des opinions tranchées sur la forme des sandwichs. Elle n'est pas accablée par le poids du conflit de son grand-père ou par les tensions de classe qui ont failli empêcher le mariage de ses parents. Parfois, je la regarde interagir avec ses deux paires de grands-parents et je m'émerveille de la voir devenir le pont reliant ces familles qui ont commencé dans des endroits si différents. Peut-être lui raconterons-nous un jour, quand elle sera assez grande pour comprendre les nuances, le pardon et le travail complexe qu'est d'aimer des gens imparfaits. Ou peut-être la laisserons-nous le découvrir graduellement en reconstituant l'histoire familiale à partir de commentaires entendus et de vieilles photos. L'histoire n'a pas de fin nette, car la vraie vie en a rarement. Richard dit encore parfois des choses indélicates, révélant les préjugés avec lesquels il a été élevé. Ma mère se raidit encore quand il est là, portant le souvenir de l'humiliation publique. Claire pleure encore la relation qu'elle pensait avoir avec ses parents avant d'apprendre qu'ils avaient engagé un détective. Je porte encore de la colère pour ce moment où Richard a annoncé que les professions de mes parents me rendaient indigne. Je la canalise toujours dans la construction de mon entreprise en traitant chaque personne avec dignité. Nous sommes tous marqués, tous changés de manière visible et cachée, mais nous sommes tous encore là, essayant toujours, choisissant la connexion plutôt que la séparation facile, croyant toujours que la famille peut être reconstruite, même après la destruction. À Thanksgiving, Richard porte un toast surprenant. Je veux remercier David et Claire pour leur patience envers un vieil homme têtu qui a dû apprendre des leçons difficiles sur ce qui compte réellement. Je veux remercier Thomas et Anne d'avoir élevé un fils qui avait tout à fait le droit de s'en aller, mais qui a choisi de rester et de se battre pour sa relation. Et je veux vous remercier tous de m'avoir montré que la richesse et le statut ne signifient rien comparé au caractère et à l'intégrité. Il s'arrête, sa voix se brisant. Il y a 5 ans, j'ai dit quelque chose d'impardonnable lors d'une fête de fiançailles. Ma fille a laissé tomber sa salade de pommes de terre et j'ai cru que je la voyais gâcher son avenir. En réalité, c'est moi qui gâchais ma chance d'en faire partie. Merci à tous de me laisser regagner ma place. La pièce est silencieuse après le toast. Tout le monde assimile cette rare vulnérabilité de la part d'un homme qui a bâti sa vie sur le fait de ne jamais montrer de faiblesse. Puis mon père se lève, lève son verre et dit simplement « Celle dans laquelle nous sommes nés et celle que nous choisissons. Puissions-nous toujours connaître la différence. Si vous êtes encore là, vous êtes un vrai fan. »